Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Carrefour des valeurs. Aujourd'hui dans cette émission, nous recevons M. Babacar Ba, banquier et consultant international. Il est actif au sein de la diaspora africaine en Europe. Avec lui, on parlera du rôle économique de la diaspora sur le développement en Afrique en général et du Sénégal en particulier, ainsi que les enjeux majeurs pour une meilleure mobilisation de ces flux au service de nos pays. Bonjour. Bonjour, Papatar. Vous êtes banquier de formation, directeur général de Bank of Africa pendant plusieurs années. Aujourd'hui, vous êtes directeur commercial et de développement de Seifu of Solutions. Voilà, une multinationale spécialisée dans les services financiers mobiles. Ça vous va comme présentation? Non, merci beaucoup. D'abord, Papatar, je voudrais saisir cette opportunité qui m'est offerte pour remercier la Mourchid TV, l'ensemble de vos collaborateurs, en tout cas, pour ces échanges. Et donc vous rendre aussi un vibrant hommage, vous féliciter pour le travail exceptionnel que vous abattez, pour la mobilisation aussi et la mise en valeur des talents du Sénégal, aussi bien de l'intérieur comme de la diaspora. Effectivement, je suis Babacar Ba, j'ai 44 ans, je suis sénégalais, mais je n'ai pas fait des études de banque. J'ai fait plutôt des études de droit, puis de sciences politiques, de relations internationales, et je suis diplômé de sciences politiques à Paris, puis New York, et puis après l'expérience de la vie a fait que quand j'ai terminé mes études à Paris, puis à New York, le premier travail que j'ai trouvé était dans le milieu bancaire. Et c'est comme ça que l'expérience bancaire a commencé. Et au fil des ans, d'expérience en expérience, donc j'ai quitté Paris où j'habitais depuis 15 ans pour m'installer depuis maintenant 6 ans à Marseille où je dirigeais le groupe Bank of Africa. Et puis, il y a un an, j'ai rejoint le groupe Safe Solutions, qui est une entreprise spécialisée en services financiers mobiles, où je suis le directeur du développement commercial du groupe. Et en même temps, je suis le directeur général de MPOK Europe Limited, qui est basé à Londres, qui est la filiale d'opération à Londres, et de MPOK France, qui est la filiale française. Donc, MPOK étant la marque commerciale de Safe Solutions Group. On va y revenir. Parlons de la diaspora. D'après un récent rapport de la Banque mondiale, 66,5 milliards de dollars étaient reçus par l'Afrique venant de sa diaspora. En quoi cette manne financière peut impacter le développement en Afrique? Merci. Alors, comme vous dites, effectivement, la diaspora aujourd'hui, tout le monde le sait, est une nouvelle source de financement des pays du Sud. Donc, vous l'avez bien dit, c'est à peu près 67 milliards de dollars qui ont été transférés vers l'Afrique et concrètement vers l'Afrique subsaharienne, donc 40 milliards de dollars. Puisqu'après, il y a le Maghreb donc, qui fait partie de ces 67 milliards de dollars. Mais pour l'Afrique subsaharienne, c'est 40 milliards de dollars. Et si on prend le cas spécifique du Sénégal, nous sommes aux alentours d'environ de 1000 milliards. 1000 milliards, c'est à peu près 10% du PIB du Sénégal que des Sénégalais de l'extérieur ont envoyé dans le pays. Donc naturellement, les premiers enseignements qu'on peut en tirer, c'est que au niveau macroéconomie, cet argent qui est important permet de stabiliser la balance des paiements extérieurs. Et au niveau microéconomie, ça participe à la réduction de la pauvreté, puisque les familles qui reçoivent des transferts d'argent augmentent systématiquement leurs dépenses de consommation, dépenses de santé. Par contre, il est vrai que ces sommes qui sont importantes et qui ont dépassé l'aide publique au développement et qui sont plus stables que ce qu'on appelle les investissements directs étrangers, parce que ces montants ne sont pas soumis à des conditionnalités de retour. Par contre, là où le bas blesse, c'est qu'effectivement ces sommes importantes ne permettent pas aujourd'hui, en tout cas, ne sont pas mobilisables pour pouvoir financer le développement de nos pays du Sud. Pourquoi? Parce que nous savons qu'entre 65 et 80% de ces montants, c'est de la consommation, c'est du cash à cash. C'est-à-dire que l'argent répond à des besoins d'urgence pour se soigner, pour se nourrir. Maintenant, les grands enjeux, nous avons deux grands enjeux auxquels nous sommes confrontés. Au moment où, effectivement, l'aide publique au développement baisse, les investissements directs étrangers stagnent, cet argent continue d'augmenter. Le premier enjeu, c'est comment baisser les coûts de transfert d'argent vers la zone Afrique, puisque c'est la zone qui coûte la plus chère, contrairement à la zone Asie. Les coûts sont entre 10 et 12% en zone Afrique. Donc, il faut baisser les coûts. Puisque quand on baisse les coûts, on baisse aussi la part de l'informel et on accélère en tout cas la croissance. Et deux, comment impacter ces sommes sur
pour financer le développement de nos pays du Sud. Ça veut dire que nos banques doivent pouvoir mobiliser l'épargne des migrants et c'est effectivement tous les enjeux que nous sommes en train de discuter. Comment faire pour que cet argent puisse servir aussi à financer des économies, c'est-à-dire que les banques puissent pouvoir capter, mobiliser. Et il y a des travaux extrêmement et des exemples très intéressants comme la bibancarisation qui doit permettre aux banques africaines de venir collecter dans les pays du Nord l'argent des migrants pour pouvoir activer d'autres leviers. Vous avez parlé de 10% en fait que ça représente tout ce transfert d'argent. N'est-ce pas un soutien infaillible à l'économie nationale? Absolument. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, ces 10%, aujourd'hui, la diaspora est devenue une nouvelle source de financement de nos pays. Mais il faudrait que nos États puissent aussi accompagner cela par de véritables politiques publiques pour mieux prendre en compte de façon effective les besoins de la diaspora. Il ne s'agit pas simplement de dire que nous envoyons 10% du PIB, parce que ça c'est la réalité. C'est la réalité, nous envoyons 10%. Mais quand des fils du Sénégal ou de l'Afrique sont à l'étranger, envoient 2 fois l'aide publique au développement, et comme on a dit tout à l'heure, ce sont des devises plus stables que les investissements directs étrangers. Quand un investisseur étranger amène 100 milliards au Sénégal, dans quelques années, il va récupérer son capital, 100 milliards plus des bénéfices. Nous, quand nous envoyons 100 milliards, on ne les récupère pas. Ça veut dire que c'est des devises, c'est des ressources plus stables pour consolider la balance des paiements extérieurs. Donc, maintenant, comment faire pour mieux stimuler la participation financière de la diaspora? Je pense que c'est de cela qu'on appelle nos États. C'est l'émission de bons diaspora qui permettrait une meilleure mobilisation des ressources de la diaspora pour qu'on passe juste de l'étape de consommation et augmenter la proportion de l'investissement, puisque entre 65 et 85%, c'est de la consommation. C'est le reste, les 15%, qui sont destinés soit à l'investissement locatif d'habitat ou de l'épargne. Il faut qu'on augmente la part de cet argent-là. C'est-à-dire que nos États, comme l'ont fait le Maghreb, par exemple les États du Maghreb, nous devons mettre sur la table, autour de la table, tous les acteurs, aussi bien banques, les institutions financières, les sociétés de transfert d'argent, pour voir comment on peut arriver à une mobilisation des fonds. Je rappelle que le Nigeria aujourd'hui, quand on fait du transfert d'argent au Nigeria, la personne à l'autre bout doit avoir un compte bancaire. Et là, on pousse les gens à les bancariser. Quand on bancarise les gens, l'argent passe par des comptes. Et là, les banques peuvent mobiliser l'épargne. Mais là, vous parlez que la plupart de cet argent est utilisé pour la consommation. Mais la consommation aussi, c'est une donnée essentielle sur la santé économique d'un pays. Absolument. C'est très intéressant puisqu'effectivement, les études démontrent qu'on participe à réduire drastiquement la pauvreté puisque les familles qui reçoivent du transfert d'argent augmentent leurs dépenses. Mais il y a un autre... le revers de la médaille, c'est que aussi cette croissance-là, cette consommation intérieure qui s'accélère, on ne la ressent pas puisqu'on est aussi tout le temps des pays exportateurs, des pays importateurs. Ça veut dire que cette croissance-là n'est pas véritablement ressentie puisqu'après c'est d'autres sociétés, d'autres entreprises aussi qui amassent ces dépenses de santé. Et donc c'est là où c'est important que l'on puisse aussi, quand aujourd'hui on arrive, il y a des projets que nous pouvons faire financer, ne serait-ce que par l'émission de bons diaspora, puisque quand des gens envoient 10% du PIB, sans aucune, juste pour faire manger les gens, je pense que si nos États mobilisent encore davantage d'énergie, d'intelligence pour pouvoir mieux inciter la participation financière, on peut arriver sur ce que les grandes diasporas comme la diaspora juive ou la diaspora chinoise ou même indienne ont fait, c'est-à-dire mettre en place de véritables fonds, mettre en place des banques d'investissement pour accompagner les projets d'investissement, de création de valeur d'entreprises de ces enfants du Sénégal en dehors des frontières et aussi de pouvoir accéder aussi à un financement au Sénégal quand il y a quand il y a un besoin de création d'entreprise. Et c'est tout le sens du Fonds solidaire de la diaspora que nous sommes en train de monter. Qu'est-ce qui pourrait expliquer le Sénégal, selon la Banque mondiale, soit le premier pourvoyeur de l'espace UEMOA, 40% des flux envoyés sont sénégalais? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette particularité? Vous savez, dans la structuration en Afrique, vous avez quelques pays qui sont les plus grands pays. Vous avez l'Égypte, vous avez le Maroc, le Nigeria, qui reçoivent beaucoup d'argent, sur en tout cas les 40 milliards de dollars. Et le Sénégal est premier après dans l'espace francophone, en tout cas dans l'Afrique subsaharienne, en dehors du Nigeria. Donc le Sénégal arrive devant le Mali. Parce que le Sénégal a une grande diaspora, en dehors de ses frontières, on parle d'à peu près 4 millions de Sénégalais. Et il y a aussi cet ancrage social qui est très fort, qui fait que les Sénégalais, partout où ils sont dans le monde, ont cet ancrage social-là par rapport au pays. Et donc ça c'est aussi culturel par rapport à nous. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est comment maintenant mobiliser
cette épargne, comment mobiliser cet argent. Et ça aussi, comme je dis, il faut qu'il y ait une volonté très claire en mettant autour de la table tous les acteurs concernés pour qu'on puisse trouver les voies et moyens de mieux mobiliser cet argent, puisque c'est une nouvelle source de financement. Ça veut dire quoi? Nous devons imaginer la diaspora, comme on dit souvent, non pas comme simplement un territoire électoral, mais comme de véritables partenaires au développement, au même titre que les institutions internationales et les investissements directs étrangers. Quelle est la part de l'informel dans ces transferts d'argent quand on sait que aujourd'hui il y a beaucoup de structures non informelles ou des amis, les GP et tout ça, qui vont mais qui n'ont pas de traçabilité? Bien sûr. Alors, vous savez, la part de l'informel, elle est aujourd'hui à moins de 20%. Pourquoi? Puisque, vous savez, quand on a accéléré la concurrence, on a baissé les coûts et donc forcément, les gens se sont rendus à l'évidence qu'il vaut mieux passer par les circuits formels parce que c'est beaucoup plus sécurisé. Donc, plus on va baisser les coûts de transfert, rappelez-vous, ça fait partie, c'est le premier enjeu, plus on va baisser la part de l'informel. Parce que quand il n'y avait qu'un seul acteur sur le marché qui fixait ses prix, forcément, ça coûtait très cher. Et donc là, on donnait l'argent au cousin qui mettait l'argent dans sa valise pour partir. Mais aujourd'hui, vous savez que les conditions, en tout cas les lois anti-blanchiment d'argent et de lutte contre le terrorisme et le financement, en tout cas des activités terroristes, fait que nous devons être très vigilants sur ces aspects-là. Et donc, plus nous allons accélérer la concurrence, plus on va baisser, c'est la logique de marché, on va baisser les coûts, et plus on baisse les coûts, il faut savoir qu'on baisse la part de l'informel puisque envoyer de l'argent devient maintenant accessible à tout le monde. Et là, on peut aussi tracer tous les circuits de transfert d'argent pour aussi augmenter la part de la collecte des impôts aussi de ces entreprises. Si on prend l'exemple du Mali, selon la Banque mondiale, 60% des infrastructures au Mali sont financées par les Maliens de France. Comment peut-on arriver à ce résultat si on prend l'exemple de ce Mali pour notre pays, le Sénégal? Effectivement, je pense que pour arriver à ça, puisque la vision malienne répond à peu près à ce que... Parce que vous savez, il y a trois visions dans le transfert d'argent. Il y a la vision anglo-saxonne, que nous avons déclinée tout à l'heure, c'est de fait de libéraliser le marché, d'accélérer la concurrence, de baisser les coûts. Ça, c'est la vision anglo-saxonne du marché. La vision hispanique du marché, c'est ce qui est utilisé par les Marocains, c'est la bibancarisation. Ça veut dire on dit aux banques du pays, des pays du Sud, de venir ouvrir des comptes, ce qu'on appelle les comptes diaspora. Et donc ça, c'est le concept de bibancarisation. Et donc on dit que si les banques viennent ici, on bancarise les gens depuis le pays d'installation vers le pays d'origine. Et là, ça permet aux banques de mobiliser l'argent. Et ça, c'est la vision hispanique du transfert d'argent. Et la dernière vision, c'est la vision francophone qui est axée sur le co-développement, c'est-à-dire utiliser les ressources pour participer au développement là-bas. Et c'est ce qu'effectivement les Maliens font, donc cette vision de co-développement. Maintenant, pour faire ça, il faut effectivement les importants flux qui arrivent du Sénégal, qui représentent 10% du PIB, pour que l'on puisse, parce que ça c'est de l'investissement. Il faut donc augmenter la part de l'investissement dans les fonds qui arrivent. Parce qu'on dit entre 65 et 85%, c'est de la consommation. Maintenant, il faut augmenter la part de l'investissement. Et ça, il faudrait, au-delà des déclarations politiques, que nos États puissent mettre en place des outils qui peuvent inciter la participation financière. Donc, c'est-à-dire qu'il faut mieux inciter la participation financière. Et ça, des pays l'ont démontré, comme le Nigeria ou comme ce que fait le Mali. Parce qu'aujourd'hui, l'émission de bons diaspora permettrait, par exemple, aux immigrés qui sont ici, et je le dis souvent, ça fait partie d'un des objectifs du Fonds solidaire de la diaspora, de pouvoir accéder au marché obligataire, c'est-à-dire que de pouvoir acheter des obligations d'État quand l'État du Sénégal veut lever des fonds, de pouvoir accéder au marché des actions des entreprises qui sont cotées à la BRVM d'Abidjan, ou de pouvoir simplement participer à des projets d'investissement locaux, c'est-à-dire que si demain il y a un projet d'investissement d'une usine de transformation qui doit créer 1000 emplois au Sénégal, si la diaspora est organisée autour de fonds, en tout cas en fonction des structures qu'on peut imaginer, nous pouvons systématiquement prendre des prises de participation dans ces projets de développement. Et c'est ça l'approche de l'impact investing que nous théorisons aussi dans le cadre du Fonds solidaire de la diaspora.